L'idée de Ghost in the Machine, le tueur du futur, est venue aux scénaristes William Osborne et William Davis en lisant un article sur un logiciel informatique pouvant récupérer les informations et les données des utilisateurs. Ils ont donc eu l'idée d'incorporer l'âme d'un tueur en série dans les réseaux informatiques et électriques. La Fox qui produit le film embauche Rachel Talalay, productrice du Cauchemar de Freddy et réalisatrice de La Fin de Freddy, pour passer derrière la caméra. Le scénario est retouché car l'idée ressemble un peu à celui de Shocker de Wes Craven, sorti 4 ans plus tôt. Carl, un tueur en série qui choisit ses victimes à partir des noms dans des carnets d'adresses volées, trouve une nouvelle cible en la personne de Terry, une cliente du magasin d'informatique où il travaille, lorsqu'elle oublie son carnet après avoir fait un achat. Un terrible accident de voiture laisse Carl mort, mais son âme a été transportée dans des ondes électriques, ce qui lui permet de continuer à tuer en utilisant toute la technologie dont il dispose. Les personnes qui entourent Terry commencent à mourir dans des circonstances étranges, et c'est à elle, avec son fils Joss et le hacker repenti Bram, d'essayer de l'arrêter. Ça fait si longtemps que j'attends le moment de te tuer. Tout comme le film Brainscan, Ghost in the Machine était un autre film phare de Vidéo Club. La jaquette de la VHS était surprenante et donnait vraiment envie. Comme Brainscan, Ghost in the Machine est aussi un film d'horreur technologique, avec une technologie capable de faire toutes sortes de choses, et le résultat donne un film ludique et incroyablement amusant. Nous sommes à l'époque des balbutiements d'internet, de la réalité virtuelle, et on sent encore l'excitation de cette période de progrès technologique, offrant des possibilités immenses. Rachel Talalay surfait sur une vague technologique en plein essor, son Freddy était le premier à être présenté en 3D, et se penche cette fois-ci sur les aspects négatifs de l'informatique. À la manière toute relative d'un Terminator dénonçant les dérives de la robotisation, elle met en scène un récit confrontant une mère et son fils à un tueur ayant intégré un système informatique. Dès lors, il est capable de se déplacer à travers les réseaux électriques et représente une menace extrêmement dangereuse. Le film propose des plongées dans l'univers virtuel avec des modélisations qui apparaissent évidemment datées à l'ère du numérique, mais qui offrent le charme et la technologie de la découverte. Révolutionnaire pour l'époque, ces visions permettaient de suivre les agissements du tueur à travers sa vision, et l'aspect coloré et résolument Amstrad est un régal. Le tueur pixelisé ne peut évidemment pas rivaliser avec la fluidité du T-1000 de Terminator 2, mais on sent une véritable volonté d'innovation pour l'époque, couplée à un sens de la mise en scène véritablement performante. Les plans qui suivent la propagation de l'âme électrique du tueur sont excellents. On passe également à travers les murs et les prises électriques en gros plan. C'est très ludique et jamais un micro-ondes ne fera autant flipper. Ghost in the Machine s'avère être une série B d'excellente facture, que ne gâche en rien la présence de l'excellente Karen Allen, l'éternel Marion dans la saga Indiana Jones, ni celle de l'excellent Chris Mulkey, l'inquiétant Hank de Twin Peaks, ou le body snatcher du début de The Hidden. Ce film est une œuvre datée, mais qui s'est chargée de nostalgie au fil du temps. Le film a beaucoup de charme, et certaines des tueries les plus créatives et les plus exagérées font penser à Destination Finale. Comme dans la franchise Destination Finale, nous anticipons sur les potentiels accidents et morts électriques. Il y a également des similitudes avec Blunaway sur les gros plans de prises électriques et de boutons d'allumage qui peuvent déclencher des étincelles ou des explosions. Ghost in the Machine est un film d'horreur technologique typique des années 90 qui s'appuie sur les craintes suscitées par la mise en réseau croissante des technologies, des ordinateurs à la réalité virtuelle en passant par les appareils électroménagers. Plus de 30 ans plus tard, nous parlons à nos assistants virtuels qui ont la capacité de gérer et contrôler toute la technologie en réseau de notre maison. Siri et Alexa sont en quelque sorte des fantômes dans nos machines. Dans Ghost in the Machine, les machines sont sous le contrôle néfaste d'un tueur en série dont la conscience est téléchargée dans le système de réseau de l'hôpital Datanet après sa mort dans un scanner IRM lors d'un orage électrique avec une ambiance très Frankenstein. La technologie est une source de peur et d'anxiété depuis la révolution industrielle de Frankenstein à Matrix. Les inquiétudes concernant l'influence des technologies en réseau et notre dépendance croissante à leur égard sont un problème en évolution rapide. Les premiers fournisseurs d'accès à Internet ont été lancés à la fin des années 80 et les premiers navigateurs disponibles au public début 90. Bien que les emails remontent aux années 60, ce n'est qu'en 1994 et avec le lancement des clients de messagerie web que le courrier électronique a commencé son ascension. La familiarité de Joss avec les espaces virtuels et le courrier électronique
montre ses connaissances avancées. Avec l'aide de l'expert en datanet et hacker Bram, Karen et Joss doivent vaincre leur tueur virtuel dans le monde analogique. Le contrôle est un thème clé de Ghost in the Machine. Les tueurs en série n'ont pas le cadre logique et éthique que la plupart des gens considèrent avoir. Les meurtres de Carl sont imprévisibles car ils sont aléatoires et il n'a pas le contrôle sur son envie de tuer. La peur naît de la crainte de savoir qui a le contrôle de la technologie, qui a accès aux données personnelles et à la manière dont elles sont utilisées. Reste chez toi ce soir, Bram. Tu pourras hurler autant que tu le voudras. Les cris, ça me fait jouir. Zut. Rachel Talalay n'est pas avare en trouvailles visuelles, bien aidée par des effets numériques balbutiants mais libérateurs de l'espace réel. Bien avant Fincher et ce plan millimétré à travers l'anse d'une cafetière dans Panic Room, Rachel Talalay s'amusait déjà à mettre sa caméra au fond d'un évier pour adopter le point de vue du broyeur, Ellis au premier plan et potentiel destructeur effrayant. On retiendra également ce joli plan séquence en intérieur qui finit par révéler les atrocités perpétuées par notre assassin lorsqu'il possédait encore son enveloppe charnelle, ou encore son transfert à l'hôpital suite à son accident, tout en vue subjective et courte focale agressive. Comme si sa vision torturée et déformée du monde n'attendait plus que l'étape supérieure, celle d'un pouvoir quasi divin dont il disposera pour le reste du film. Le style visuel de Ghost in the Machine et son approche du mal désincarné incontrôlable peuvent être observés plus tard dans des films comme la franchise Destination Finale et ont pu servir de point de référence pour des scènes d'ouverture de Scream où l'appel vient de l'intérieur de la maison plutôt que de l'intérieur du téléphone lui-même. Wes Craven a fait des choses similaires avec la cinématographie en termes d'angle incliné et de cadrage de Terry et Casey et du téléphone. Je veux voir des larmes sur ton joli visage. Je veux voir ton sang couler. Son style visuel inventif où la perspective de la caméra oscille entre des sujets humains et des objets technologiques apparemment inhumains épate. Terry est filmé à travers la perspective espionne et voyeuriste d'un distributeur automatique de billets dans un champ inversé qui rappelle la vision du monde de Robocop. C'est un film d'horreur solide qui combine la technopeur de la SF et les tueurs en série. Les meurtres sont assez intenses et la sécurité de l'espace domestique est perturbée, non pas par une invasion physique du domicile, mais par l'invasion des maisons par des technologies numériques et virtuelles. L'œil impartial de la caméra de surveillance est rendu maléfique par l'opérateur. Même les appareils électroménagers et les machines comme les ascenseurs du film néerlandais L'ascenseur et sa suite Reboot peuvent devenir maléfiques lorsque l'on considère comment la technologie peut alors interagir avec l'individu ou l'affecter. Dans Ghost in the Machine, la technologie est contrôlée par la conscience du tueur plutôt que par une société ou une institution sans visage. Mais cela révèle un commentaire intéressant sur la façon dont nous recevons et interprétons la science et la technologie. La science et la technologie sont des connaissances et des outils qui prennent un sens à travers la façon dont ils sont utilisés par les gens et intégrés dans la culture. Bien qu'écrit et produit par des hommes, Ghost in the Machine est bien un film de Rachel Talalay. C'est une œuvre cinématographique innovante et de qualité qui montre le talent de Talalay en matière de narration visuelle. Le charme du film aujourd'hui vient des références à MTV, aux salles d'arcade, au début de la réalité virtuelle et aux cassettes vidéo. Le film utilisait des technologies de pointe pour l'époque avec des images générées par ordinateur. Le film construit des mondes sur plusieurs plateformes avec la texture et le mouvement de la caméra dans la visualisation de l'interface de l'ordinateur et la façon dont l'information et le pouvoir voyageaient à travers les tubes des réseaux. Ghost in the Machine est injustement tombé dans l'oubli, mais on peut le considérer comme un élément d'une époque importante du techno-thriller horreur SF qui a débuté avec Videodrome et Pulse et qui a continué avec des films comme Circuitryman, Le Cobaye, Brainscan, Programmé pour tuer, Existence et bien sûr The Matrix. Les craintes de la réalité virtuelle, l'incapacité à distinguer le monde réel du monde virtuel et la façon dont l'IA pourrait échapper aux limites de l'ordinateur sont des thèmes récurrents. Il existe un lien avec le film précédent de Talalay, La fin de Freddy, car il fait écho à l'étrange capacité de Freddy à se faufiler dans des endroits supposés sûrs. Ici, c'est le téléphone au lieu de vos rêves, mais le principe est le même. Rachel Talalay est l'une des rares réalisatrices de science-fiction à avoir une carrière soutenue dans le cinéma et la télévision de genre. Elle a participé à des épisodes clés de Doctor Who et a présenté au monde la première incarnation féminine du Docteur dans la série. Elle nous a apporté également l'emblématique Tank Girl et son travail témoigne d'un amour du cinéma, de la narration et du suspense.
Excusez-moi, je me sens pas très bien.